je reviendrai. Le bien et le mal existent-ils ? Alors, vous l'avez peut-être entendu, si vous avez suivi la vidéo avec Steven Clément, il m'a posé la question et j'ai eu bien du mal à lui répondre. Je n'arrive pas à envisager le mal, et d'autant plus quand je rencontre quelqu'un, je n'arrive pas à envisager que cette personne puisse incarner le mal. Je n'arrive pas à envisager le mal, pourtant on ne peut que le déduire lorsque l'on écoute les informations, lorsque l'on voit ce qui se passe sur la planète ou ce qui s'est passé dans notre histoire. Quand j'ai écrit mon livre « Chevaucher le dragon », j'avais à l'époque, pour étayer ça, imaginé une histoire entre un père et son fils. Ils viennent de regarder un film et ils en discutent tout de suite après. Je pense que cette petite histoire, je vais vous la raconter, va nous permettre d'envisager une réponse à notre question. Alors, on écoute l'histoire et je vous retrouve tout de suite après pour qu'on en discute. Tu as compris ? En fait, les robots ont pris le pouvoir sur les hommes et les détruisent. Et ils ont envoyé un robot dans le passé pour qu'il tue la mère de celui qui dirigera une révolte contre les robots dans le futur. Mais papa, c'est juste pas possible. Ce sont les hommes qui construisent les robots et les ordis. Les programmes informatiques sont fabriqués à partir de routines qui n'ont qu'un objet, servir une autre routine. Les programmes répondent à des besoins et à une logique humaine. Forcément, c'est pour les servir. Je ne vois pas comment une machine pourrait se détourner contre son fabricant, ça n'a pas de sens. Ah bon ? Mais ça arrive tout le temps, mon fils. Regarde, moi par exemple. Je vais travailler pour pouvoir manger, me loger, me cultiver. Ma routine répond à une logique humaine. Puis, j'ai la chance d'avoir des enfants, alors je travaille plus pour agrandir la maison et rapporter plus de nourriture. Là, nous entrons dans une logique d'un niveau supérieur, une logique familiale. Puis, les familles s'organisent en société pour leurs propres services. Alors, il faut travailler plus pour que la société et ses représentants puissent gagner plus. Travail, famille, patrie n'est plus depuis longtemps une valeur humaine. Quand une société envoie des bombes atomiques à 20 000 km de chez elle, nous ne sommes certainement pas dans une logique humaine. Et puis tu vois, si je devais acheter un terrain, ce serait pour y construire une maison ou faire mon potager. Évidemment, je ferai attention à le garder bien propre. Ça, c'est une logique humaine. Mais il existe des sociétés anonymes qui peuvent acheter un terrain aujourd'hui car elle sera rentable dans 100 ans. Tous les êtres nés au moment de l'achat seront morts au moment de la vente. Et la société ne prendra pas soin du terrain. Enterrer des produits toxiques, salir, détruire. Si c'est rentable, elle n'hésitera pas. Pourquoi ? Parce qu'une société ne respire pas, ne boit pas d'eau, ne se cultive pas. Il n'y a absolument aucune humanité dans le fonctionnement des sociétés. Et pourtant, elles ont pris le pouvoir. Ouais, bon papa, on regarde un autre film ? Oui, si tu veux. Mais pas avec des robots tueurs, d'accord ? Si je devais définir mon moi, si je vous demandais de définir votre moi, comment est-ce que vous vous y prendriez ? Alors peut-être est-ce que vous seriez tenté de dire, je sais pas, mon moi c'est difficile à déterminer. Peut-être que tout ce qui est en dessous de la peau, c'est moi, et tout ce qui est au-delà de la peau, c'est non moi. Donc vous venez de vous définir par rapport à une frontière qui est la peau. Mais psychiquement, c'est ma capacité à dire non, c'est-à-dire à donner mes limites. Encore une fois, une frontière. Ma capacité à dire non dit ma frontière. Après, évidemment, ça dit mon contenant. Mais après, il y a mon contenu. Mon contenu, sont mes idées, sont mes habitudes, sont mes routines. Mais d'abord, je vais me définir par rapport à une frontière. Donc, nous pourrions dire que tout ce qui possède une frontière peut être considéré comme un être. D'ailleurs, en droit, quand on parle d'une société, on dit une personne morale. Pourquoi ? Parce qu'elle a des statuts, donc une existence. Elle a une histoire, elle a un nom. Mais elle ne répond pas à une logique humaine. Et c'est ça que je voulais démontrer dans ma petite histoire. C'est-à-dire qu'une société, par exemple, si elle a compris qu'il faut acheter un terrain à un moment donné pour le revendre dans 100 ans parce que la ville qui est à côté va grandir et que ce terrain va prendre énormément de valeur, elle peut le faire. Les gens qui sont là au moment de l'achat seront morts au moment de la vente. Donc on voit bien que la logique n'est pas humaine. Je ne crois pas qu'il existe une personne au monde capable d'imaginer « je vais construire 2 bombes atomiques », je vais inventer des bombes atomiques, construire des bombes atomiques pour aller les lancer sur Nagasaki et Hiroshima, où il y a des milliers de civils qui vont mourir. Non, c'est en fait une logique qui s'est mise en place. C'est pas les gens qui ont lancé les bombes ne savaient pas au moment où elles ont été construites qu'elles iraient exploser sur Nagasaki. Et paraît-il que si on a envoyé ces bombes, c'était pour justifier le budget
énormes qu'il avait fallu dépenser aux États-Unis pour construire les bombes. C'est pas tellement contre les Japonais. Vous voyez, ce sont des logiques qui se mettent en place. Pareil pour les camps de la mort, pareil pour toutes les horreurs qui sont arrivées. Et à ce sujet, j'ai une très jolie histoire. L'histoire de l'empereur Ashoka, il y a 2000 ans, dans le nord de l'Inde. Ashoka était un noble kshatriya qui n'aurait pas dû régner. Pourquoi? Parce qu'il avait des grands frères, des cousins qui passaient avant lui. Alors il a fait quelque chose de très intelligent, il a tué tout le monde. Il a tué ses frères, ses sœurs, je ne sais pas s'il a tué ses parents, il a tué ses cousins. Et donc il est devenu empereur, Raja d'un royaume du nord de l'Inde. Et puis il est parti en guerre contre ses voisins, qui étaient aussi ses cousins. Il a gagné, il a agrandi son territoire et il a pratiquement créé un empire de la taille de l'Inde actuelle. Il y a 2000 ans, l'empereur Ashoka. Et un jour, il rencontre un moine bouddhiste. Et le moine bouddhiste n'a pas peur de lui. Et l'empereur Ashoka lui dit « Tu devrais trembler en me voyant, je suis très cruel. » Le jeune moine sourit. Il lui dit « Mais je n'ai pas peur de la mort. Je sais qu'en ce monde, tout est impermanent. » Et il explique à l'empereur Ashoka l'impermanence du monde et que tout ce qu'il est en train de faire ne sert strictement à rien. Et pourquoi? Je ne sais pas. Les paroles du moine ont dû être suffisamment touchantes. L'empereur comprend le moine, le laisse en vie, et il décide à partir de là de devenir bouddhiste et d'écrire un peu partout, de devenir non-violent et d'écrire un petit peu partout les lois du bouddhisme, de créer des écoles bouddhistes. C'était il y a donc 2000 ans dans le nord de l'Inde, et Ashoka était tellement cruel que lorsqu'il était empereur, il était capable de faire verser du plomb fondu dans la gorge de ses détracteurs. Et après avoir rencontré ce moine, il est devenu non-violent. Alors, Ashoka a réellement existé, et on peut encore aujourd'hui voir sur les murs, notamment sur des murs de grottes, les écrits d'Ashoka qui incitent à la non-violence. Et j'ai marché personnellement sur les ruines d'une école qu'il avait fait construire pour les bouddhistes. C'était au nord de Benares, à Sarnath, pour être précis. Donc l'objet de cette vidéo était de réfléchir sur le mal existe-t-il? Et c'est vrai que quand je rencontre des gens, j'ai du mal à m'imaginer que le mal puisse exister. Par contre, lorsqu'on lit l'histoire, effectivement, le mal a bien existé, et certaines personnes l'ont incarné. Il s'appelait Hitler, il s'appelait Mussolini, il s'appelait McCarthy, il s'appelait Ashoka aussi. Hein. Le mal, c'est en fait des routines et des logiques qui se mettent en place. Alors j'entends beaucoup en ce moment des personnes qui pratiquent l'eschatologie, c'est-à-dire qu'ils attendent la fin du monde, qui nous annonce la venue de l'antéchrist, ad-Dajjal en arabe, et notamment chez les robots. Ça pourrait être quelqu'un qui dit en ce moment que l'antéchrist qui arrive pourrait être un robot qui va prendre le pouvoir sur les hommes. Mais vous savez, les robots, c'est ce qu'expliquait ma petite histoire, obéissent à des logiques de la même façon que les hommes obéissent à des logiques qui à un moment donné deviennent des logiques non humaines. On l'a vu au cours de la guerre 39-45, cette folie où il était normal de dénoncer son voisin, il était normal de le mettre dans un train, il était normal... Et c'était des petites logiques qui s'engrainaient, qui s'incrémentaient pour pouvoir arriver à l'horreur que l'on connaît. Alors comment est-ce qu'on en sort? Je trouve que l'histoire d'Ashoka est très parlante. Ashoka, à un moment donné, est réveillé par le jeune moine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le jeune moine lui dit « Attention, vous êtes pris dans une logique qui est une logique non humaine. » Là, peut-être, on peut voir effectivement le diable, l'œuvre du diable, j'en sais rien. En tout cas, qu'est-ce que ça m'incite chez moi? Certainement pas fort à dénoncer, comme j'ai si souvent fait les religions, par exemple, qui ont fait tellement de mal dans le monde, non. À me recentrer sur moi. Me recentrer sur moi et essayer d'observer quelles sont, moi, mes logiques qui me conduisent à un moment à faire du mal et qui, effectivement, à un moment donné, deviennent des logiques non humaines. Parce que ce que j'ai compris dans ma vie, c'est que l'amour est notre condition normale. Le bonheur, la joie est notre condition normale. Et si à un moment donné, on s'écarte de la joie, on s'écarte de l'amour, et ça nous arrive, moi ça m'est arrivé, j'imagine que ça nous arrive à tous, c'est parce qu'on est rentré dans une logique qui est non humaine. Et là, effectivement, et enfin je réponds à la réponse de Steven, oui, je crois dans le diable. Le diable, ce sont des routines, des logiques qui sont non humaines et auxquelles je finis par adhérer. Donc, à un moment donné, les pratiques qui me conduisent vers la générosité, vers l'amour, vers la joie, sont les bonnes pratiques. Alors, ça peut être la prière, ça peut être la méditation. Je ne sais pas, vous avez vos réponses à vous, selon votre culture, selon vos choix. Ça vous regarde en tout cas. Donc oui, le mal existe et il est important que je m'éveille, que je me réveille et que je sorte de ces logiques. En tout cas, que j'essaie de m'inscrire dans une logique beaucoup plus humaine, beaucoup plus joyeuse.
Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur Le mal existe-t-il. Je crois que c'est un gros morceau qui personnellement m'amène beaucoup à réfléchir. Alors je souhaite faire une petite parenthèse à l'intérieur de cette vidéo. Je vous explique pourquoi. Quand la vidéo est terminée, je l'envoie à Lily. C'est elle qui travaille, qui rajoute des images, qui met les bonnes définitions en dessous quand moi j'en ai donné une qui était erronée ou qu'elle a besoin de la compléter. Et donc, avant de travailler dessus, Lily regarde la vidéo avec ses amis. Et il leur vient des questions. Elle m'a envoyé une question. Je me dis, et pourquoi pas la développer un petit peu? Hey everybody, c'est Lily, alias Nitrose, pour ceux et celles qui savent que j'ai une chaîne YouTube éponyme, et pour ceux et celles qui veulent y jeter un coup d'œil. Et voilà, j'en profite pour faire une petite pub gratuite, bruh. Anyway, j'ai effectivement des questions que je vais poser sans plus tarder, parce que oui, ce n'est pas parce que je fais les montages que je n'ai pas le droit de poser des questions. So, quel est le facteur déclenchant, ou ce qu'on peut appeler le déclic, lors du changement d'Ashoka? Que peut-on être lors de ce changement d'attitude? Et où se fait la prise de conscience? Alors Lily, je voudrais que nous travaillions ensemble un mot anglais, pattern. Un pattern, si j'ai bien compris, mais je suis certain qu'en écoutant la vidéo, tu vas mettre la bonne définition tout de suite en dessous. Un pattern, c'est une logique, c'est une suite d'habitudes, ce sont des schémas qui se mettent en route tout seuls. Alors effectivement, le mot pattern en anglais peut se traduire par motif, comme lorsque l'on fait de la couture. Et d'ailleurs, dans ce même thème, nous pouvons également retrouver patron, qui est un schéma ou un modèle que l'on utilise pour pouvoir créer quelque chose dans une forme spécifique. Voyez, c'est une sorte de configuration qui sert à modeler ce que l'on souhaite. C'est un mode d'emploi en fait. Et l'on peut retrouver ce genre de mécanisme dans la société, au travail, dans des conventions, etc. Je vous donne un exemple, ça vous est certainement arrivé si vous êtes conducteur de prendre votre voiture et d'aller quelque part. Et vous pensez à autre chose. Puis vous arrivez au lieu où vous comptiez aller dès le départ. Et vous ne vous souvenez pas de la route. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes mis en pilote automatique. Je crois que la bonne définition de pattern, ça pourrait être pilote automatique. Mais il arrive parfois ce qu'on appelle une rupture de pattern. C'est-à-dire, vous êtes en pilote automatique, vous êtes à la fois là et pas là. Et une information inattendue vient se glisser au milieu. Par exemple, sur votre route, vous avez un obstacle au milieu de la route. Là, ça va vous réveiller. Vous voyez, ça va vous faire sortir de votre attitude. Et qu'est-ce qu'on fait lors d'une rupture de pattern? La première chose que l'on cherche, c'est du sens. On cherche à prendre la première information qui nous vient à l'esprit. Un autre exemple de rupture de pattern, imaginez qu'un président de la République dise en temps de paix « Nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre. Ça, c'est une rupture de pattern. Tout change, tout s'arrête. Et là, immédiatement, on va chercher quelle est la première information qui est bonne pour nous. C'est une technique d'hypnose, qui est beaucoup utilisée dans l'hypnose. Donc, si jamais j'apprends que mon voisin est allé s'acheter du papier toilette parce qu'il a peur de plus avoir de papier toilette, on voit comme ça des kilomètres de queue de gens qui vont dans les supermarchés. Vu que nous sommes en guerre, il faut acheter du papier toilette. On s'aperçoit qu'il y a une rupture de logique et que le premier délire qui nous vient à l'esprit est pris en compte. Alors, ça n'est pas le cas de tout le monde. Lorsqu'il y a rupture de pattern, certains se révoltent, d'autres, on l'a vu, rentrent dans quelque chose d'un petit peu délirant, et d'autres cherchent absolument à collaborer. C'est-à-dire qu'on a vu, après cette phrase, nous sommes en guerre, beaucoup de personnes téléphoner à la police pour prévenir, attention, mon voisin est allé promener son chien 2 fois aujourd'hui alors qu'on a le droit qu'à 1 fois. Et d'autres sont descendus dans la rue. Au départ, ils n'étaient pas très nombreux, mais à un moment donné, si quand même, on pourrait dire qu'il y a 10% peut-être de la population qui se révolte, 10% de la population qui collabore, puis alors 80% qui se mettent le soir à applaudir à leur fenêtre. Bon, merci, c'est bien beau tout ça, mais quel rapport avec Ashoka? Mais Ashoka, il est pris par des patterns. Au départ, il est un kshatriya, c'est-à-dire un noble du nord de l'Inde. Donc, c'est quelqu'un qui est appelé à dominer, qui est appelé à gouverner. Simplement, pour devenir un roi, un raja, il y a d'autres personnes qui arrivent avant lui. Donc, il rentre dans une première logique qui est « je veux gouverner, donc je tue tout le monde ». Et une fois qu'il gouverne, une fois qu'il est devenu Raja, je veux agrandir mon territoire. Et il rentre dans cette logique, je pense qu'à un moment donné, il ne réfléchit même plus à ce qu'il fait. Et puis comment pouvoir gouverner les gens si ce n'est dans la peur? Alors il explique à tout le monde, nous sommes en guerre, c'est une vieille technique quand même qu'on n'a pas inventée récemment. Et je le disais tout à l'heure, il est capable de verser du plomb fondu dans la bouche, dans la gorge de ses adversaires pour semer la terreur. Les chrétiens, quand ils vont vouloir prendre le pouvoir sur l'Europe, ils brûleront vivants des personnes qui se vont intituler des sorciers, des sorcières, en place publique. Pourquoi est-ce qu'ils les brûlent en place publique? Mais c'est tout simplement pour effrayer les gens. Et les gens deviennent chrétiens parce que c'est soit tu es chrétien, soit tu es brûlé vivant. Le choix est quand même assez vite fait. Donc, pour en revenir à Ashoka,
Ashoka est donc dans toutes ces logiques les unes après les autres, et il est habitué à ce qu'on soit terrorisé en le voyant. Et donc, à un moment donné, il rencontre ce moine qui, non, je n'ai pas peur, il n'a pas peur. Et là, ça réveille Ashoka, ça le fait sortir de son pattern. Il y a une rupture de pattern. Et comment est-ce possible que tu n'as pas peur? Alors, le moine bouddhiste lui explique l'impermanence. De toute façon, la mort, c'est notre devenir. Je n'ai donc pas peur de la mort qui va survenir parce que je suis dans la non-violence, parce que je suis dans le dharma du Bouddha, etc. Et il lui explique la doctrine bouddhiste. Et à partir de là, Ashoka change radicalement d'hyper-violent, il devient totalement non-violent. Il y a eu, à mon avis, c'est une explication possible, mais elle se tient, je crois, une rupture de pattern qui fait que ça a réveillé Ashoka, qui ensuite s'est tourné vers l'explication qui lui a été donnée, qui était une explication de non-violence. Après ça, nous, à notre niveau, comment est-ce que ça... Parce que l'idée, c'est moi, c'est qu'est-ce que je vais faire de toutes ces informations? Eh bien, faire très attention donc aux informations qui me sont données. Peut-être, ce que j'ai fait moi il y a 20 ans, mettre la télé à la poubelle, c'est-à-dire pour éviter de recevoir trop d'informations. Quand quelqu'un fait des projections sur moi, je pose de la distance, vous voyez, je ne rentre pas dans la logique de l'autre. Sauf si je le désire, sauf si elle me convient. Donc voilà, éviter de trop rentrer dans les logiques qui ne sont pas les nôtres, observer quelles sont nos logiques à nous. Moi, ça m'a été facilité par la méditation, par la psychanalyse, mais il existe des tas d'autres techniques pour ce faire. Donc voilà à peu près ce que j'avais à te dire, Lily, au sujet du pattern et de la rupture de pattern, ce qui, à mon avis, est une des explications possibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou même des réflexions, des affirmations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, si vous aimez ce type de vidéo, écoutez, il est important d'être abonné si vous voulez être tenu au courant et puis d'appuyer sur une petite cloche de notification pour être tenu au courant au fur et à mesure que sortent de nouvelles vidéos et de mettre un pouce vers le haut pour dire que vous avez aimé la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.